fait, le problème, c'est que dès le départ, c'était des entreprises contrôlées par, en fait, ce qu'on appelle des entreprises d'État, qui servaient depuis longtemps de tirelire à l'élite du pays. Tout le monde le savait. L'Ukraine était au rang du deuxième pays le plus corrompu au monde. Et on poursuit avec l'analyse de Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Liselotte. Bon, analyse que vous nous livrez à chaque fois que je dis c'est l'analyse de Régis Le Sommier, j'ai l'impression que vous allez nous présenter des résultats médicaux. Bah écoutez, encore que, il faudrait peut-être une thérapie pour soigner les maux dont je vais vous parler, puisqu'il s'agit de la corruption en Ukraine. Alors, corruption en Ukraine, elle a un petit peu agité nos médias ces derniers temps, hein. On sait que Donald Trump utilise cette Mm. corruption et la révélation de cette corruption, les fameuses enquêtes qui ont touché justement le bras droit jusqu'au bras droit de Zelensky, hein, Andrei Yermak, qui a dû démissionner de façon fracassante, une grosse partie du gouvernement de Zelensky aussi, à la suite d'enquêtes de corruption, et cette corruption justement ont démissionné ou se sont fait porter pâle. Il y en a même un qui a quitté le pays. Donc bref, on est quand même dans une séquence en Ukraine où la corruption aujourd'hui est une arme pour les Américains pour tenter justement de faire plier Zelensky à leur volonté. Alors ils y arrivent partiellement, mais bon, on sait que Zelensky continue à essayer de compter sur ses alliés européens. Aujourd'hui, il est à Londres où il va rencontrer Keir Starmer, et notre Emmanuel Macron, qui ne peut pas se passer de son ami Volodymyr, va le rejoindre à Londres, alors qu'il l'a déjà vu lundi dernier. On va y revenir dans cette chronique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette corruption, évidemment, elle date pas d'hier. Quand on regarde les papiers qui étaient faits sur l'Ukraine, en particulier sur Zelensky, avant, même si Zelensky en 2019 s'était fait élire sur un programme de lutte contre la corruption. C'est quand même intéressant. Mais les papiers que publiaient des journaux tout à fait, on va dire, de bon ton, dans les médias mainstream comme Le Monde et autres, mettaient en avant effectivement ce problème de corruption en Ukraine. Et quand est arrivée l'invasion des troupes russes, hein, donc en février 2022, les alliés de Kiev se sont retrouvés face à un dilemme. Il s'agissait de savoir comment dépenser des milliards pour soutenir un gouvernement qui luttait contre la Russie, sans voir cet argent disparaître dans les poches de gestionnaires et de fonctionnaires corrompus. Alors, un enjeu de taille. Les usines ukrainiennes, les industries ukrainiennes étaient évidemment vitales pour l'effort de guerre. La distribution de l'électricité, achat dans l'armement, énergie nucléaire. Et en fait, le problème, c'est que dès le départ, c'était des entreprises contrôlées par, en fait, ce qu'on appelle des entreprises d'État, qui servaient depuis longtemps de tirelire à l'élite du pays. Tout le monde le savait. L'Ukraine était au rang du deuxième pays le plus corrompu au monde. Bref, alors il fallait protéger les fonds. Les États-Unis et les Européens ont assez rapidement exigé un contrôle justement sur ces dons, imposé des comités de surveillance, des experts externes chargés de contrôler les dépenses, nommer les dirigeants, prévenir de la corruption. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc nous, on a acquis, on a fait le constat dans les 2 dernières semaines de cette corruption, mais au niveau américain, c'est pour ça que la presse américaine regorge d'informations toujours que l'on ne trouve pas dans notre presse nationale. Et le New York Times vient de publier un papier absolument passionnant d'une enquête réalisée sur les 4 dernières années, hein. On arrive presque au quatrième à la 4e année de la guerre, et en fait, le constat que fait le New York Times, c'est que, au contraire, finalement, de se ranger derrière l'avis des Européens, des Américains, etc., pour, on va dire, juguler cette corruption, eh bien non, le gouvernement ukrainien, ce que dit le New York Times, hein, c'est pas moi, c'est pas je le répète, un blog complotiste, le gouvernement ukrainien a systématiquement saboté le contrôle et laissé cette
corruption prospérer, corruption dont on a vu l'état. Alors, les techniques utilisées sont très intéressantes. Il s'agit par exemple de nommer la clé dans ces démarches, c'est les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des institutions, enfin en tout cas des sociétés d'État. Nommer des fidèles au sein des conseils d'administration, modifier parfois les statuts des entreprises, laisser des sièges vacants par exemple pour rendre impossible toute majorité de se dégager, par exemple quand il s'agit de décider une orientation pour l'entreprise. On ne peut pas le faire parce que on a par exemple, je vais vous prendre des exemples, mais on a par exemple 7 membres, il y en a un, le siège n'a pas été désigné, donc il reste 3 et 3, et donc il n'y a pas de majorité qui se dégage, par exemple. Par exemple, tout est fait aussi pour empêcher les observateurs extérieurs de venir finalement faire correctement leur travail. Alors, c'est très intéressant parce que on va prendre l'exemple qui frappe actuellement le gouvernement ukrainien, c'est le scandale autour des pots de vin qui est prélevé d'environ 15% sur les sous-traitants de l'entreprise d'État Energoatom. Alors, Energoatom, c'est entreprise d'État, c'est comme Areva pour nous, c'est une entreprise, on va dire, de l'énergie nucléaire. Voilà. Et donc, l'administration Zelensky, par exemple, selon l'enquête du Times, a paralysé véritablement toute tentative pour justement empêcher ce scandale de prélèvement de pots de vin auprès des sous-traitants de cette entreprise. Mais il n'y a pas eu que Energoatom, il y a aussi Ukrenergo, qui est en fait l'entreprise d'électricité. Et alors, c'est très intéressant parce que là, les fonds européens, il s'agit de fonds européens injectés dans cette entreprise. Donc, Ukrenergo, c'est l'entreprise d'électricité. Et on sait que la corruption a eu lieu et elle s'est développée alors que cette même entreprise tentait de lutter pour approvisionner les Ukrainiens en électricité face aux frappes de drones russes notamment. C'est-à-dire que pendant que le travail, finalement, les ingénieurs, les dirigeants de cette entreprise faisaient tout leur possible pour permettre aux Ukrainiens d'avoir l'électricité, eh bien, la corruption continuait et finalement, pendant des années, ce qu'on se rend compte, c'est que voilà, cette corruption rampante a continué. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle s'est faite parfois avec, et ça je cite le New York Times, elle s'est faite parfois avec une complicité tacite des dirigeants européens qui ont critiqué en privé la corruption de l'Ukraine, tout en je cite le New York Times, tout en la tolérant à contre-cœur, estimant que le soutien à la lutte contre l'invasion russe était primordial. Ainsi, même lorsque l'Ukraine a sapé le contrôle extérieur, les fonds européens ont continué d'affluer. Je précise à nos auditeurs qu'il s'agit de nos fonds, c'est-à-dire des fonds des contribuables européens. Donc on le sait que ces fonds vont être, on va dire, pour partie détournés, mais on continue parce que, évidemment, l'objectif, c'est de lutter contre l'invasion russe. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité, la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Le New York Times cite d'ailleurs un envoyé spécial de la Norvège en Ukraine qui s'appelle Christian Sis, qui est l'un des principaux, la Norvège est un des principaux pays donateurs de Kiev, et qui dit « La bonne gouvernance nous tient à cœur, mais nous devons accepter ce risque.
parce que c'est la guerre, parce qu'il n'est pas dans notre intérêt d'aider financièrement l'Ukraine, parce que l'Ukraine défend l'Europe contre les attaques russes. Voilà, donc c'est-à-dire l'argent est dilapidé, mais parce que l'Ukraine défend, voilà. Alors, contre les attaques russes, on remarque d'ailleurs que quand un dirigeant européen accepte de parler de ces sujets avec le New York Times, parce que le New York Times a interviewé à peu près une vingtaine de personnes ayant eu justement les mains dans ces histoires, c'est-à-dire soit des observateurs, soit des contrôleurs européens, eh bien, on remarque que ceux-ci ne parlent plus de défendre des valeurs communes, mais du danger que représentent les Russes. Et pour cause, quelles valeurs communes pourrions-nous défendre face à la révélation d'un tel scandale? Alors, dans le cas d'Energoatom, je l'ai dit, le gouvernement ukrainien avait parfaitement conscience du scandale de pot de vin, mais au lieu de lutter contre, ils ont laissé, et c'est là où c'est intéressant, volontairement un siège vide au conseil d'administration qui a fait qu'aucune décision ne pouvait être prise pour lutter contre cette corruption. Je l'ai dit déjà, je le répète, Zelensky avait été élu sur la promesse d'une lutte contre la corruption, mais en 2022, il a décidé de rendre sciemment inopérantes ces règles de lutte contre cette même corruption parce que l'impératif voulait qu'on accélère la livraison des armes dans le pays. Ainsi, on s'est remis à travailler avec des personnes au pédigré douteux. Certaines de ces personnes avec qui les Ukrainiens ont travaillé à l'époque avaient été qualifiées par Zelensky lui-même de criminels. Donc, autre moyen de pression pour prendre le contrôle, je précise, prétendre que la guerre implique le secret, ce qui n'est pas faux, mais que lutter contre la corruption serait révéler le fonctionnement des administrations à l'ennemi. Alors avec ça, on fait un peu tout ce qu'on veut finalement. Alors le problème, c'est que le scandale d'Energoatom, de corruption et de pot de vin, a sérieusement handicapé les chances de l'Ukraine d'accélérer son adhésion à l'Union européenne. Quant à l'OTAN, c'est même pas la peine puisqu'on sait que c'est le prétexte même de l'entrée en guerre de la Russie. Donc s'il doit y avoir accord de paix, il n'y aura pas d'OTAN évidemment pour l'Ukraine. Mais quand bien même ce serait envisagé cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, à l'OTAN, les règles d'adhésion à l'OTAN et à l'Ukraine réfutent une corruption de cette ampleur. Ce n'est pas possible. Et alors, de façon intéressante, j'écoutais l'autre jour Emmanuel Macron qui déclarait lors de la visite de Zelensky à Paris, je le cite, « Est-ce notre rôle de donner des leçons à l'Ukraine à propos de la corruption ?» Et il répond, « Pas vraiment. Il a pu nous arriver d'avoir des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante. » Ah bon? Je ne savais pas que chez nous, des hommes politiques détournaient de l'argent destiné à des soldats et à notre défense, ou toucheraient des pots de vin, par exemple, chez des sous-traitants d'EDF. Je ne savais pas, mais enfin, apparemment, pour Emmanuel Macron, c'est comparable et c'est déjà arrivé chez nous. Alors j'entendais également l'autre jour un commentateur rappeler le statut de Churchill ukrainien de Monsieur Zelensky. Vous savez, on l'a comparé dans son courage, qui est indéniable. Mais Churchill aussi a eu du courage, mais il avait aussi des défauts. Mais je ne crois pas qu'il n'ait jamais pris d'argent destiné aux soldats britanniques qui combattaient le nazisme en Europe. Voilà. Donc, ce qui est quand même, si on regarde et on continue à lire ce que nous explique le New York Times, on se rend compte que il a existé des moments aussi où des personnes, alors je disais des ingénieurs, mais il y en a un en particulier qui s'appelle Volodymyr Kudrytsky, et ce personnage était à la tête de l'agence justement Ukrenergo pendant les années les plus difficiles. L'hiver est aussi difficile cette année, mais l'hiver 2022, l'hiver 2023 et 2024, c'était lui qui était à la tête de la compagnie nationale d'électricité. Et il était dans la ligne de mire du pouvoir, et en particulier d'Andreï Yermak depuis longtemps. Pourtant, il avait fait tout ce qu'il fallait pour rétablir les lignes, rétablir le courant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement Zelensky est allé plus loin dans ce cas, c'est-à-dire qu'ils ont réussi
à le mettre en minorité, parce qu'il voulait s'en débarrasser, hein, c'était affiché, grâce justement à ce fameux conseil d'administration et à ce conseil de surveillance. En fait, le conseil de surveillance de l'entreprise d'électricité était composé de 7 membres, 3 membres étant nommés, c'était, on va dire, les administrateurs étaient nommés par l'Ukraine, et puis il y en avait 4 autres qui étaient nommés qui étaient étrangers. Et ceux qui nommaient ces membres pour pouvoir contrôler ce qui se passait, c'était l'Union européenne, le Fonds d'investissement pour la reconstruction européen et la Banque mondiale. Donc 3 officines quand même avec suffisamment de poids. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dressé une liste pour les 4, il y a eu un renouvellement du board, et ils ont dressé une liste pour les 4 étrangers qui devaient y figurer, et l'Ukraine a accepté 4, mais a voulu imposer un Polonais, alors je vais vous retrouver son nom, qui justement est arrivé. Ce Polonais était un expert, voilà, Roman Pionkowski. C'était un expert de l'énergie. Il n'était pas sur la liste au départ proposée par les instances internationales. Mais l'Ukraine a dit nous on veut ce type. Ok. Donc finalement les instances internationales ont accepté et ils l'ont pris. Et en fait, quand il s'est agi de voter justement la confiance à Monsieur Volodymyr Kudrytsky, eh bien, un des membres étrangers du conseil d'administration était malade, n'était pas en mesure de se prononcer, donc il restait 3 Ukrainiens contre 3 étrangers, et donc 50-50. Donc c'était les Ukrainiens voulaient qu'il soit remplacé, les étrangers ne voulaient pas. Sauf évidemment ce Polonais qui avait été désigné par l'Ukraine, qui au dernier moment a décidé de faire équipe avec les Ukrainiens et a emporté la majorité du conseil d'administration, ce qui a permis finalement au gouvernement Zelensky de virer ce personnage qui, encore une fois, avait eu un comportement impeccable pour mettre qui à la place. Évidemment, c'est quelqu'un du clan, c'est quelqu'un... Voilà. Alors, il y a plein d'autres exemples comme ça. En Ukraine, il y a eu un projet à 600 millions de dollars qui prévoyait de transférer en Ukraine 2 réacteurs nucléaires de centrales bulgares et qui comportait toutes les marques d'une entreprise de corruption. Le projet ne pu aboutir car le conseil d'administration d'Energoatom était resté inopérant. Je vous dis, le but c'est de bloquer ces conseils d'administration, toujours la même technique, rendre impossible le fait de rendre compte de ce qui se passe dans la société, éviter totalement de changer les managers et in fine, c'est l'ancienne équipe qui reste, même si elle est corrompue. Alors, ce qui est terrible, c'est que l'armement n'est évidemment pas exempt de ce genre de pratique. Les Américains, les Européens avaient exigé qu'une agence indépendante soit formée en janvier 2024 pour superviser les achats et vérifier leur conformité. Malheureusement, l'agence, alors je précise quand même que c'est une agence qui a dépensé 1 milliard de dollars de fonds européens pour faire son travail de surveillance, travail qui est resté incomplet, travail qui n'a eu aucune conséquence. Sa première directrice, d'ailleurs, Maria Bezrukova, a déclaré que l'absence de conseil, justement, durant sa première année, l'avait rendue vulnérable aux pressions de l'administration Zelensky. Donc, dans le domaine de l'armement, on est dans le même cas de figure, finalement. Et elle a affirmé, d'ailleurs, que le ministère de la Défense l'avait poussé à approuver des contrats douteux, notamment un avec une usine d'armement incapable de produire efficacement des obus de mortier. Alors, ça avait fait quand même scandale parce qu'elle a donné son accord. De nombreux obus n'ont pas fonctionné. Donc, c'est-à-dire les soldats ont reçu des obus qui n'ont pas fonctionné. Et ce qui est terrible, c'est que quand on s'est retourné devant le gouvernement pour dire qu'est-ce qui se passe, eh bien, c'est finalement cette dame qui a payé les pots cassés. Voilà, on l'a accusé finalement d'avoir fait des contrats qui n'étaient pas les bons. Et le gouvernement Zelensky, à chaque fois, fait pression. Donc, ce qui est intéressant pour résumer, quand on lit la presse américaine, parce que vous ne direz pas ça évidemment dans la presse française, ou très peu, c'est que cette corruption, finalement, elle est non seulement généralisée, elle s'est conservée pendant la durée de la guerre. Aujourd'hui, elle explose grâce à 2 agences qui ont été mises sur pied par les Américains, qui étaient Nabu et Sapo, qui ont enquêté justement sur les scandales de pots de vin aux sous-traitants de l'énergie atomique. Mais de toute façon, on sait que derrière, il y a encore d'autres scandales qui sont à venir. Et voilà, la vraie question, elle est là. Aujourd'hui, face à ce qui est en train de se passer, de ce désengagement manifeste des Américains, de leur soutien à l'Ukraine, eh bien, il
il va rester aux Européens de décider de continuer à soutenir cette guerre, mais ça veut dire indirectement qu'on continue à donner de l'argent pour des gens qui, quelque part, continuent à s'en mettre plein les poches. Merci Régis Le Sommier pour cette édito-analyse. Il nous reste 10 minutes pour en discuter. La question d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne se pose aussi souvent. Ma question, c'est quand même, est-ce que l'Union européenne a des leçons à donner en matière de corruption ? Alors oui, l'Union européenne, avec les quelques scandales qui sont en train d'éclater aussi, voilà, on sait aussi que sur ces histoires justement de sous-traitants, sur les histoires justement ayant trait à Andrei Yermak, l'Estonie est dans le viseur, certains sénateurs américains également, et Madame Kaja Kallas, mais pour le moment il n'y a pas de preuves. Donc on peut dire oui, il y a probablement aussi, on va dire une corruption ukrainienne qui potentiellement peut éclabousser des leaders européens. Il faut encore laisser les agences enquêter, et l'enquête n'a pas encore révélé cette partie-là, même s'il y a des indications qui ont été nommées, en particulier, je le dis, sur l'Estonie, sur certains sénateurs américains et sur Madame Kaja Kallas, la députée, la diplomate en chef de l'Europe. Mais je vais aller plus loin dans ma question. Est-ce que ce terrain ultra corrompu et donc corruptible qu'il y a en Ukraine ne pourrait pas attirer certains dirigeants européens qui pourraient se dire que précisément, du coup, c'est assez facile d'aller tirer des ficelles là-bas ? Ce qui est assez terrible dans cette histoire, c'est que en fait, à partir du moment où on est dans le bon camp, on va vous laver de tout. Bah oui. Voilà, c'est ça le truc. C'est cette phrase d'Emmanuel Macron qui dit qui sommes-nous pour donner des leçons ? Est-ce que notre rôle est de donner des leçons en Ukraine ? Je la répète parce qu'elle est quand même lunaire, cette phrase. Pas vraiment. Il a pu nous arriver d'avoir des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir régler, de savoir les régler avec une justice indépendante. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est pas du tout une justice indépendante. C'est une justice imposée par les alliés, imposée en particulier par les Américains, et on peut s'interroger sur le timing justement des révélations touchant le ministre de la Justice, la ministre de l'Énergie, le ministre de la Sécurité intérieure et le bras droit, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. Le timing de l'arrivée justement de cette justice elle correspond justement avec une large offensive de la part des Américains pour faire accepter aux Ukrainiens leur plan de paix. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le choix. Et si vous continuez, vous regardez d'ailleurs que Zelensky est extrêmement modéré, beaucoup plus modéré maintenant, et beaucoup plus favorable au plan de Trump que les Européens même, parce qu'il sait bien que derrière, il y a le scandale de corruption est toujours là. Et donc, on peut s'interroger sur le timing, c'est-à-dire ce scandale arrive au moment où les Américains proposent un nouveau plan de paix puisqu'ils veulent vraiment parvenir à solutionner cette guerre, à y mettre un terme et à ce que la négociation aboutisse. D'ailleurs, je précise que ce week-end, Keith Kellogg, qui était le premier émissaire de Trump pour l'Ukraine, qui était un peu écarté par Steve Witkoff, qui a pris toute la lumière, mais Keith Kellogg, qui était beaucoup plus en faveur des Ukrainiens d'ailleurs, a négocié, qui était un ancien général, a négocié pendant pas mal de temps, et il a fait cette déclaration ce week-end en disant que sur la négociation, on y était presque, qu'on était dans les 100 derniers mètres, mais que ces 100 derniers mètres étaient les plus difficiles, et en particulier, il a donné deux indications, une un peu surprenante, qui est effectivement la question des frontières du Donbass et des territoires est essentielle dans cette négociation. Il n'a pas parlé d'obstacles pour la question des garanties de sécurité, mais en revanche, il a expliqué qu'il y avait un problème au niveau, il y avait un désaccord sur la question du statut de la centrale de Zaporijjia, centrale nucléaire, 6 réacteurs, l'une des plus modernes d'Europe, qui est à l'arrêt aujourd'hui, contrôlée par les Russes, bombardée régulièrement par les Ukrainiens et ayant subi aussi des combats entre Ukrainiens et Russes dans son entourage. Cette centrale d'Energodar
est évidemment fait partie du plan et de la négociation. Les Américains ont proposé que les Russes la conservent, mais que 50% de l'électricité aille aux Ukrainiens et 50% aux Russes, enfin au territoire conquis par les Russes. Apparemment, d'après Keith Kellogg, c'est un point de discorde, et que l'autre point de discorde, évidemment, c'est le Donbass. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une phase où on pourrait aboutir à un accord. Et je pense que la question de la corruption en Ukraine, la question de la révélation de l'ampleur de ces scandales, met aujourd'hui le gouvernement Zelensky au pied du mur, fragilise le président ukrainien. C'est aussi pour ça qu'il y a toute cette agitation d'Européens autour, et pourquoi Zelensky passe son temps à aller de capitale en capitale pour continuer à dire vous me soutenez, parce que les Américains sont de moins en moins là. Autre déclaration importante ce week-end au forum de Doha, de la part de Donald Trump Jr., qui dit que son père va peut-être se désintéresser complètement de l'Ukraine. Intéressante parce que on sait très bien qu'avec Trump, la diplomatie familiale, c'est quelque chose d'important entre son fils et son gendre. En général, il y a une retranscription texto des discussions familiales, et donc là, on a une indication que Donald Trump arrive à un moment où, et d'ailleurs il a dit qu'il était agacé par Zelensky encore hier lors d'un gala. Bref, on sent bien que les Américains sont prêts à lâcher la corde, et les Européens, du coup, à chaque fois que les Américains montrent des signes de désintérêt, les Européens immédiatement essayent de faire corps autour de Zelensky pour montrer qu'ils n'abandonneront pas l'Ukraine. C'est ce qui va se passer aujourd'hui à Londres. Voilà. Bon, on en reparlera dans le courant de la semaine. Pour en revenir à cette corruption, effectivement, ça, vous le disiez, ça menace aussi le gouvernement Zelensky. Néanmoins, on voit qu'il essaie de le sauver encore, en tout cas médiatiquement et sur sa stratégie de communication. Zelensky avait déjà reconnu publiquement cette corruption. Il n'hésite pas lui-même à limoger ceux qui se retrouveraient un peu trop affichés dans ces scandales. Là, je crois que c'est la semaine dernière, donc il y a un homme d'affaires, un de ses amis proches, qui a été donc remercié, Timur Mindic. Oui. Voilà, et donc on voit quand même que Zelensky tente de donner des gages, et encore une fois, c'est un sujet sur lequel on l'a pas mal entendu dès le début de son mandat. Timo Mindic, c'était son associé à l'époque où Zelensky était était un artiste à l'époque où il se produisait dans des shows. C'est lui qui produisait les shows d'ailleurs. C'était une époque d'ailleurs où Andriy Yermak était déjà auprès de Zelensky. Depuis 2011, ils se sont rencontrés en 2011 autour des spectacles que donnait Zelensky. Spectacle comique, voilà, et là aujourd'hui c'est un peu moins comique parce que ce Timur Mindic en question, qui était, on va dire, au cœur du scandale justement de corruption liée à Energoatom, a quitté l'Ukraine, a pris la poudre d'escampette, et il avait été effectivement conforté. Donc c'est-à-dire aujourd'hui c'est très difficile. Alors un député ukrainien disait à propos du scandale de corruption, si Zelensky arrive demain à gagner la guerre, on oubliera tout. On oubliera toute cette corruption. Maintenant, tout montre sur le front que l'Ukraine n'est pas prête de gagner la guerre. Au contraire, elle est plus prête de la perdre que de la gagner. Donc, je dis pas qu'elle a perdu, mais elle est plus prête de la perdre. Et donc aujourd'hui, Zelensky prend ces scandales de corruption comme un affaiblissement supplémentaire par rapport à sa position, même si à la base il a eu une attitude extrêmement courageuse, et il est resté à la tête du pays. Hmm. Est-ce que, Régis Le Sommier, il y a aussi une possibilité dans laquelle, à la fin de la guerre, l'Ukraine fait table rase et de toute façon va se retrouver soumise à
à des autorités bien supérieures, donc notamment les États-Unis. Est-ce que Zelensky a véritablement la volonté de s'engager au-delà du conflit en politique, ou est-ce qu'au contraire, il prendra ensuite du recul? Et est-ce que voilà, ça ne va pas être le moment de bascule où l'Ukraine va pouvoir sortir de cet engrenage de corruption? C'est-à-dire, si la paix est en défaveur de l'Ukraine, il est clair que elle provoquera dans l'entourage de Zelensky et parmi les protagonistes de cette guerre, un ressentiment énorme envers le président ukrainien. Il existe autour de lui un certain nombre d'acteurs. Je ne vais pas les citer ici, mais enfin, si Kirilo Budanov, jusqu'à Andrei Biletsky, le patron d'Azov, Valéry Zaloujny, même Klitschko, le maire de Kiev, qui aujourd'hui sont tous extrêmement critiques vis-à-vis de Zelensky, font corps parce qu'on est dans le cadre d'une guerre et qu'il y a une menace réelle aujourd'hui sur l'Ukraine, et une menace d'effondrement du front. Elle existe depuis longtemps, mais elle est encore plus importante aujourd'hui qu'hier. Et donc, on est face à une situation où le président montre que il y a aussi une possibilité qu'il s'en aille. Il y a aussi une possibilité qu'il soit remplacé. Les Américains n'ont pas fait mystère, via J.D. Vance, justement, de leur préférence pour Valéry Zaloujny, ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, personnage extrêmement populaire dans l'armée et dans la population, crédité d'avoir résisté aux Russes quand ceux-ci assiégeaient presque la ville de Kiev, la capitale. C'est Zaloujny qui était aux commandes à l'époque, et c'est lui qui a, on va dire, contribué à desserrer les taux, a également opéré une offensive victorieuse à l'est de Kharkov, qui permit aussi également, parce qu'elle se fit en parallèle aussi avec un retrait russe, mais de repousser les Russes sur la rive est de l'Oskil, et donc de gagner des territoires. Ensuite, il y a eu le retrait des Russes de Kherson. Tout ça, c'est Zaloujny, c'est sous Zaloujny que ça s'est opéré. Et ensuite, après, il a été limogé parce que devenu trop important, trop populaire. Zelensky craignait un coup d'état de l'armée. Et donc il y a eu, et les Américains aujourd'hui prononcent régulièrement le nom de Zaloujny. Très intéressant toujours d'écouter ce que dit J.D. Vance, qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc J.D. Vance, on va dire, c'est la machine idéologique derrière Trump, avec une certaine sagesse, mais un conservatisme affiché et programmé pour les prochaines années. Et donc, on sent bien que pour les Américains, l'ère Zelensky est peut-être arrivée à son terme. Notre entretien arrive à son terme aussi, Régis Le Sommier. Merci beaucoup pour cette analyse du jour, et qui voilà, nous a fait prendre connaissance de tous ces problèmes de corruption. Enfin, on était au courant, mais de mettre des affaires précises sur ce mot, c'est toujours bon. Comme ça, on sait précisément de quoi on parle. Je vous dis à lundi prochain. Merci Liselotte, bonne semaine.